Alors bonjour, je m'appelle Julie-Rose Vézina. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de musique, de chant et d'écriture. J'ai travaillé beaucoup en tant que rédactrice pour différents magazines féminins et en tant que rédactrice en chef aussi. Je viens de publier mon premier roman qui s'intitule « Autopsie d'une peine d'amour » et qui est en vente sur renaudbré.com et archambault.ca. Rien que l'artiste, les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers ma mère. T'es un artiste, t'es un artiste, idéaliste, avec des rêves et des visions. Mon père a construit ça de ses mains pendant que j'étais tout petite et quand on a emménagé ici, mais mes parents habitent encore ici, donc je suis habitée toute mon enfance ici. Par contre, ce que votre père m'a confié tout à l'heure, c'est que la maison ancestrale, elle n'est pas très loin d'ici. Oui, c'est ça, le restaurant Les Ancêtres, juste à côté. Là où mon papa et toute sa famille de 20 frères et sœurs ont été élevés, qui appartient maintenant à mon cousin Pierre, qui a repris l'entreprise familiale. Donc, c'est ça, vous m'avez dit, votre père a souligné, c'était une grosse famille, comme c'était quand même assez courant à l'époque. Puis, vous m'avez ajouté que dans cette famille-là, entre autres, il y avait beaucoup de gens qui avaient le talent, si on peut dire, la capacité de chanter, qui était assez supérieure, tout au moins. Oui, ils ont pratiquement tous une belle voix ou un talent pour un instrument de musique sans avoir appris, hein, des autodidactes. Mon père a une super de belle voix. Il y a mon oncle Rénal aussi qui a fait carrière à une certaine époque, qui est pianiste, auteur, compositeur. Ah. Et il habite sur la côte de Beaupré maintenant. Donc, c'est ça. On a été élevés là-dedans, la musique la musique canadienne, les rigodons, les rilles, les femmes au milieu, les hommes autour. Oui, bien en fait, pour le chant, ça a peut-être débuté un peu plus tôt parce que j'ai commencé très jeune à chanter des mariages avec mon père. Donc, je devais avoir 12-13 ans à l'époque et on avait commencé à chanter des mariages ensemble. En vieillissant, à un moment donné, vers 18-19 ans, j'ai commencé à faire des cours de chant classique au Conservatoire de musique. Donc, les rôles ont un peu changé. C'était lui qui me chapeautait en apprenant la musique. C'est devenu un peu le contraire. Et je chantais aussi une tonne d'événements là, avec mes oncles, les frères de mon père. Donc, on se faisait une petite chorale des oncles Vézina et j'étais tout le temps la seule fille dans cette histoire-là. Mais à part ma cousine qui, elle, nous accompagnait souvent au piano et à l'orgue. Et par après mes études, j'ai poursuivi pendant quelques temps à faire des mariages, plus pour le simple plaisir de continuer à chanter avec mon père, parce que sinon, on n'aurait pas eu tant d'occasions que ça. Et donc, c'est ça. Ça a commencé plus vers 12-13 ans. Le goût d'écrire, c'est peut-être venu plus vers le cégep. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée, mais qui a commencé à se développer plus là en étudiant les lettres, les langues. Et au cours de la vingtaine, c'est là que les premiers contrats de rédaction d'articles pour des magazines féminins ont commencé à entrer. Donc, j'ai toujours fait un peu les deux en même temps. Je pense aussi que c'était le contexte le changement de contexte qui a fait que j'ai comme un peu pris mon envol dans le chant. Parce que le milieu du classique, c'est quand même un milieu qui est très, très serré. Il faut que tu entres un peu dans un moule. Et ça m'a créé personnellement, ça peut être parfait pour d'autres, mais pour moi, ça m'a créé beaucoup de stress. J'avais plus de misère. À un moment donné, je me suis aperçue que j'avais plus de difficultés à chanter exactement le même air d'opéra devant des juges pour un concours de chant que de me retrouver à chanter exactement la même pièce le lendemain soir, mais pour des gens qui ne connaissaient pas nécessairement ça et qui étaient là seulement pour apprécier la beauté de la musique. Je faisais deux performances tout à fait différentes. Je pouvais faire des erreurs vocales devant les juges qui n'avaient pas de bon sens et le lendemain performer comme ça m'était jamais arrivé, juste parce que j'avais moins de pression. Et ça a été comme un peu un déclic en sortant du conservatoire. Je me suis mis
à continuer à chanter du classique, mais dans d'autres contextes. Et c'est là que sont venues les Folies de Paris, où j'ai été chanteuse principale et meneuse de revue pendant quelques années. Et là, avec eux, je chantais encore les mêmes airs sur lesquels j'avais travaillé tant d'années, comme Madame Butterfly ou La valse de Roméo et Juliette de Gounod, ou des pièces comme ça, mais dans des contextes de variété où l'ambiance était tout à fait différente. Et c'est vraiment là que j'ai atteint, je pense, le summum de ma voix à cette époque-là, où je maîtrisais parfaitement avant même qu'il sorte le son. Je savais, avant qu'il sorte de ma bouche, comment il allait sortir. J'avais une maîtrise... je dirais pas parfaite parce qu'il n'y a pas de perfection dans le chant, mais en tout cas, la meilleure maîtrise que j'ai pu atteindre, c'était à cette époque-là, quand je chantais, c'est ça, aux Folies de Paris. Et ce spectacle-là, finalement, nous a amenés à Las Vegas pendant quelques mois. C'est ça. Et ça dépend aussi sûrement, par contre, de nos exigences personnelles par rapport à notre propre performance. Moi, je ne sais pas si c'est de l'orgueil ou du perfectionnisme, mais je ne me serais pas permis de ne pas être à mon top à tous les soirs et de savoir que je chante en dessous de ce que je suis capable de faire ou de donner chaque soir. Donc, je m'astreignais à une discipline quand même assez sévère au niveau du sommeil ou des saines habitudes de vie. Et donc ça, vous avez fait ça pendant quoi, un peu moins d'une dizaine d'années? Si on additionne tous les spectacles Oui, du si on même met genre, tout ça ensemble, bien, 8-10 ans d'études. Donc, pendant les études, on a des spectacles aussi, mais après ça, peut-être 7-8 ans de chant là, à titre professionnel. Et là, c'est considéré que c'est derrière vous pour le moment, ou c'est plus l'écriture qui... Oui, l'écriture a pris toute la place dans les dernières années. Ça ne veut pas dire que je ferme la porte, on verra. On verra, je reste ouverte. Des fois l'envie de rechanter me reprend, mais comme je disais tout à l'heure, quand on est maman, on ne le fait pas nécessairement à n'importe quelle condition. Il faudrait que le bon projet se présente. Vous me dites quand vous êtes prêt, monsieur le caméraman? Lettre à toi qui ne me liras jamais. Bientôt 2 ans depuis notre rupture. Comment as-tu réussi à t'accrocher aussi solidement dans mon cœur qui a pourtant essayé par tous les moyens de t'éjecter à jamais? Ma vie continue sans toi, parce que la vie, c'est plus fort que tout. Ça continue même après la mort, alors pourquoi s'arrêterait-elle avec un seul cœur brisé? Oui, en fait, c'est là où on en est, toi et moi. Tu occupes la place d'un défunt dans mon cœur. Une petite place cachée, secrète, presque oubliée, mais remplie de nostalgie quand j'y repense, quand je décide d'aller te visiter. Pourtant, en parallèle de la réalité, quelque part dans ma tête, je poursuis notre histoire telle que je l'avais imaginée lors de notre rencontre. Dans cette histoire qui a commencé quelques jours après ton départ, tu es revenu, le cœur ouvert et repentant. Au lieu de donner une deuxième chance à cet autre que je sais que tu n'aimes pas autant que tu m'as aimé, tu nous en donnes une à nous. Chaque fois que je lève les yeux et que je remarque qu'il est 11h11, je pense à toi, c'est dingue. Tu te souviens, tu disais que tu regardais toujours l'heure à 11h11. J'ai l'impression d'être plus près de toi à cette heure qu'à n'importe quelle autre heure du jour. Comme si je te volais une petite minute de ta vie sans moi, sans que tu ne t'en rendes compte. C'est plus fort que moi. Parfois, je me demande encore si je pourrais faire quoi que ce soit pour réparer. Si tu m'appelais et me donnais le truc magique pour te reprendre, encore maintenant, je le ferais sans hésiter. Surtout maintenant, en fait, puisque je n'ai trouvé personne pour te remplacer vraiment. Personne qui me touche autant, malgré le nombre grandissant d'hommes qui passent dans ma vie pour un jour ou pour un mois. Comment est-ce possible en aussi peu de temps passé ensemble? Lulu croit que c'est parce que le temps n'a aucune valeur dans un souvenir. Il n'y a que l'intensité de l'émotion qui s'imprime en nous pour toujours et qui nous empêche d'oublier tout à fait.
La force du sentiment, c'est le seul souvenir qui reste vraiment au bout de 2 ans, ou même de 10. Je t'en reparlerai peut-être un jour. Je pourrai peut-être un jour te dire de vive voix, ça fait 10 ans, et je ne t'ai toujours pas oublié tout à fait. Mais si ça arrivait, il me semble que, logiquement, tu devrais te sentir aussi troublé que moi en ce moment, malgré le silence de la dernière année. Mais j'ai dépassé depuis longtemps l'étape de la logique, j'en suis consciente. Plus rien ne m'accroche à ce concept quand il s'agit de toi et moi. Oui, j'ai été rédactrice en chef de 3 magazines féminins et d'un journal d'affaires pour finalement reprendre là, depuis 4 ans le travail de rédactrice en chef, mais à titre de travailleur autonome. Donc maintenant, j'ai quelques clients et je gère non seulement des newsletters et des articles dans des magazines, mais également les réseaux sociaux. C'est ça, du côté du web. Oui, ben, la technologie évolue, hein, donc nous aussi. Vous n'avez pas le choix de développer une versatilité de ce point de vue-là aussi. Effectivement. C'est le but aussi d'élargir nos horizons parce qu'on sait que le papier s'en va tranquillement et que le web prend de plus en plus la place. Donc, c'est une évolution à côté de laquelle on ne peut pas passer. Et là, il y avait un manuscrit depuis quelques années, dans votre savoir? Oui, 7-8 ans qui a failli sortir d'ailleurs, je pense. Qui avait failli sortir il y a 3 ans. Et bon, les circonstances ont fait que finalement, j'ai remis ça dans le tiroir et finalement, quand j'y ai repensé cette année et que j'ai relancé l'éditeur qui, à l'époque, voulait me publier, les affaires se sont faites très, très vite. Donc, j'ai eu un peu peur et comme je disais avant l'entrevue, c'est un livre qui est très intime. Donc, un coup que j'ai vu que les affaires avançaient et s'enclenchaient, j'ai eu une petite gêne à me dire « Oh mon Dieu, est-ce que je veux vraiment publier ça? » Mais bon, c'est fait. J'assume. Allons-y. Mais c'est ça. Je pense que les années aidant, ça m'a permis de me détacher de ces événements-là. Par contre, moi, de mon côté, des fois, je vois ça un peu fataliste. C'est comme si plus personne s'engage vraiment, justement, parce qu'on se dit « Ah non, ça n'existe plus, l'amour pour toute la vie, donc on se garde des réserves. » Tu sais, c'est ce qui complique beaucoup aussi. Ça aussi, j'en parle dans certaines parties de mon livre, de c'est quoi, maintenant, en 2014, les relations amoureuses avec les relations Internet et tout ça. C'est comme si on devient un produit magasinable pour les autres qui se choisit avec une fiche, une photo et une description, quand dans le fond, on sait très bien que l'amour, c'est pas ça. Il y a un peu des choses qui se font à l'envers. Actuellement, on passe à côté peut-être de la séduction, de certaines étapes qui menaient à des relations profondes et à long terme, parce que maintenant, on saute directement à la sexualité, on n'attend pas. Donc, et c'est plus facile d'avoir ça un peu partout. Est-ce qu'on est nécessairement... Moi, j'ai l'impression, en tout cas, c'est personnel, mais moi, j'ai l'impression, surtout parce que j'écris beaucoup là-dessus, le couple, la sexualité, les relations amoureuses, ça a tout le temps été un peu ma spécialité dans les magazines. Et moi, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir un retour aux vieilles valeurs. Veux pas, quand tu vas trop loin dans une certaine direction, tu n'as comme pas le choix. L'élastique qui pète, là. Il faut revenir à certaines valeurs. Puis j'ai comme l'impression qu'il y a une certaine génération qui s'en vient, qui va élever ses enfants peut-être plus dans la recherche d'une stabilité et d'une continuité peut-être plus grande. Parce que les enfants du divorce et des séparations de nos jours, je pense pas qu'ils commencent leur vie en se disant « Ah, c'est pas grave, une semaine sur 2, la garde des enfants. » Ils l'ont vécu. Ils ont été forgés à Exactement. Cette enseigne-là. Et ils n'ont pas eu peut-être le petit foyer stable et aimant que nous, on a eu. Et je pense pas que c'est nécessairement ce qu'ils souhaitent pour leurs enfants. Le bilan n'est pas tout rose ni tout noir. Non, c'est ça. Ça développe l'autonomie à certains égards, mais en même temps, il y a des manques, il y a des absences par moment qui font mal. Puis ce malaise-là peut durer longtemps dans une vie.
Ben, on fait juste ça quand on débute une relation amoureuse, de passer quelques jours par semaine chez un, chez l'autre, et on a l'impression, au bout de quelques mois, qu'on est tout le temps dans nos bagages. Ouais, c'est une bonne comparaison que vous faites. En Et fait. là, l'enfant qui est ballotté, c'est ça. Là, on le maintenant, revit dans nos impose ça. amours aussi avant Ouais. de s'installer sous un même toit de façon... Et en tant qu'adulte, Ça, on c'est un trouve ça modèle. Il difficile. n'y a pas juste un modèle non plus. Non, là. c'est ça. Et en tant qu'adulte, on trouve ça difficile au bout d'un certain temps à faire. Donc, imaginez un petit enfant qui, lui, il faut qu'il le fasse tout le temps. Tout le temps. Toute son enfance, il est tout le temps entre chez papa, entre chez maman. Donc, moi, j'ai comme l'impression que j'ai confiance que c'est ça qui va arriver, mais bon, on verra. Mais même si quand on retourne dans l'histoire, hein, il y a des époques, même par rapport aux vêtements, la pudeur ou des périodes, tu sais, on parle beaucoup de l'amour libre des années 70. Ça n'a pas été créé dans les années 70, hein, l'amour libre. J'ai revu un documentaire sur l'époque napoléonienne, là, au niveau des mœurs et au niveau des modes vestimentaires et tout, il y a à peine 2 jours. Puis effectivement, ça rejoint ce que vous dites, là, vers la notion de pudeur, par exemple. Là, Exactement. Tout ce qui entoure la sexualité. Et on n'est pas dans un continuum qui irait soit vers le haut, vers le bas. Là. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de c'est des vagues. cycles. Hein. Exactement. On revient constamment à des perceptions ou des modes ou des façons de faire qui ont pu exister à d'autres époques. La seule chose, c'est que souvent, on est tellement dans l'instantanéité maintenant que les technologies qu'on oublie. Là. Même si Internet nous permet de retourner dans le passé, on n'a pas tant que ça le réflexe d'aller dans le passé ou de s'y attarder beaucoup. On est plus attiré par les réseaux sociaux dans le présent d'un peu tout le monde, puis vers un certain futur. Non, c'est ça, en effet. Vous avez ouvert la brèche il y a quelques secondes. Vous êtes revenu sur le fait que vous avez été associé de près à des magazines féminins. La question que je serais tenté de vous poser, est-ce que, quand vous avez écrit cet ouvrage-là, j'ose pas trop le qualifier pour le moment, là, est-ce que c'est un roman, est-ce que c'est une autofiction, un témoignage, mais en tout cas, peu importe, est-ce que le fait que vous étiez déjà dans la communication assez constante avec des consommateurs, si on peut dire, des consommateurs de publications, dans ce sujet-là, là, vous dites vous-même, c'est un sujet auquel vous vous intéressez beaucoup, l'amour, la sexualité. Avez-vous l'impression que ça a influencé votre propre écriture pour ce... Ah oui, certainement. Ben oui. Oui, parce que mon travail là-dedans m'a toujours amené à me poser des questions, à chercher des réponses, tout ça, les relations hommes-femmes. C'est un sujet infini qui... S'il y avait une recette, hein, je pense que ça ferait longtemps qu'on la saurait et il n'y a pas personne qui est plus fou que l'autre, on l'utiliserait tout le monde. Donc, si on continue à vivre des amours, vivre des ruptures, c'est qu'on n'a pas encore trouvé la formule parfaite. Et ça, effectivement, ça se retrouve dans mon écriture parce que, justement, à force d'écrire là-dessus, tu as beaucoup de feedback. C'est ce que je veux dire. D'entendre et de lire les autres qui vous disent, à un moment donné, j'imagine que ça vous conforte, ça peut vous conforter dans le fait que ce que vous avez vécu, ça ressemble à 75 %. Oublions les chiffres, mais est-ce que une majorité de gens ont vécu aussi de leur côté, les témoignages que vous en ont fait? Oui, c'est ça. Ben, je pense que c'est ça. Dans la peine d'amour, on se ressemble pas mal tous, même si chaque histoire est différente. Mais c'est ça, ça te donne du feedback et ça te donne aussi de l'inspiration pour écrire tes choses. Le vécu des autres, tu sais, on n'invente jamais rien. Hein? C'est tout le temps une réinterprétation de la vraie vie, dans le fond, qu'on écrit. Et ce qui me donne des idées pour le prochain. Ben, c'est ce que je vais vous poser aussi. Après avoir tant écrit, c'est quand même un premier ouvrage là, comme tel, mais après avoir autant échangé aussi par le biais des magazines avec d'autres personnes qui ont vécu sensiblement les mêmes choses, avez-vous l'impression, parmi les conclusions qu'on peut tirer de votre livre, qu'on peut remettre vraiment le compteur à zéro quand on s'embarque dans une nouvelle relation? Est-ce que c'est facile d'oublier ou pas on est passé par toute la gamme des émotions? Est-ce qu'on peut se remettre à rêver comme une adolescente ou un adolescent peut rêver? Oui. Je pense que le premier amour, la première peine va teinter peut-être probablement le reste de notre vie. La naïveté ne reviendra peut-être jamais. Ouais. Mais il faut, par contre, qu'on remette les compteurs à zéro. Sinon, quoi? On va décider à 25 ans ou à 30 ans que notre vie s'est terminée, que le véritable amour s'est terminé, qu'il n'y en aura plus jamais. C'est très noir de penser ça. Donc, non, il faut.
Il faut qu'on redonne une chance à tout ça. Et de toute façon, je pense qu'on s'enlise aussi dans une pensée que les émotions positives sont bonnes, on devrait juste vivre ça, puis que les émotions négatives, on n'a pas le droit vraiment de les vivre, il faudrait les tasser. Moi, je pense qu'un ne va pas sans l'autre et que c'est nos émotions plus négatives qui nous font apprécier les bons moments. Qui nous permettent de réaliser. Ils sont tout aussi légitimes dans notre avancement personnel aussi. Ils nous nourrissent, les deux nous nourrissent. Exactement. Donc, pourquoi on met des étiquettes à tout ça? C'est comme si quand tu es en peine d'amour, il faudrait que tu arrêtes d'être en peine d'amour au plus vite, là. Parce que voyons donc, là, t'es belle, t'es bonne, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, mais je peux-tu vivre mes émotions pendant ce certain temps-là sont aussi valides ou valables que les bons moments de ma vie. Donc, ce serait terriblement triste de se dire qu'après un premier échec, on oublie ça, on ne revient plus jamais. On ne revient plus jamais ouverte à l'amour ou ouverte aux belles expériences. Mon Dieu, avec toutes les années qu'on passe... Est-ce qu'on n'a pas trop tendance aussi, et ça, je pense que ça peut être vrai de tout temps, à rechercher la symétrie au niveau émotionnel, au niveau de la passion? Est-ce qu'il est pensable que dans une relation amoureuse entre deux êtres, de sexe différent ou pas, qu'une personne puisse aimer plus que l'autre? Et de façon peut-être variable aussi dans tout le cours de leur relation. Oui, Est-ce sûrement. que c'est pas normal Et c'est pas mesurable non plus, je pense. Non, c'est ça. Il faut accepter aussi cette réalité-là. Oui, mais on a beaucoup d'attentes. Hein? On essaie de se dire « Ah non, j'en aurai pas », mais on en a quand même des attentes, souvent par rapport à l'autre. On se déçoit soi-même dans ça, d'avoir des attentes aussi précises. Parce qu'on voudrait être aimé peut-être de la façon exactement, de la même façon que nous, on aime. Dont on pense être capable d'aimer, c'est ça. Mais est-ce que notre amour a plus de valeur que celui de l'autre qui nous aime d'une autre façon? Tu sais, c'est toute une question personnelle à ce niveau-là. Donc, ça aussi, je pense que c'est un cheminement qui se fait peut-être plus en vieillissant. Et je n'ai pas terminé de faire mon cheminement. Vous m'enlevez les mots de la bouche. J'allais un petit peu... Je sais que je ne suis pas arrivée aux réponses. Là. Je sais qu'il y a j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Avec ce que vous dites, puis ce que j'essaie de vous faire dire, je me rends compte que, puis probablement que tout n'est pas abordé ou conclu dans votre premier ouvrage. Donc, ce n'est pas un sujet inépuisable pour vous. Vous allez sûrement revenir sur ce... Ah, c'est certain. J'ai encore beaucoup de choses à dire là-dessus et j'ai encore, comme je disais, beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Donc, je pense que c'est jamais terminé tout ça. Vous pourriez parler des mêmes choses dans 10 ans, dans 20 ans, avec un regard différent. Oui. Ça ne serait pas forcément une critique de ce que vous auriez connu 10 ans auparavant. Exactement, exactement. Il y a une évolution là-dedans. Moi, je voudrais juste un jour me retrouver comme ma grand-mère, la mère de mon père, quand elle était très, très vieille, dans les 90 ans, et elle avait un petit sourire en coin. Moi, tu sais, j'ai compris quelque chose que toi, tu sais pas. Complicité, un peu de satisfaction quand même. Oui, on n'est pas si pire que ça quand on a franchi tout ça. Elle nous tapait sa main des fois. Il faut le vivre, il faut l'apprendre. Oui, je pense qu'elle avait compris des affaires, elle, là qu'elle se disait dans sa tête, « Ah, pauvre petite, tu verras bien. » Puis c'est un peu ça, c'est ça la vie. Là. Quand même qu'on en discuterait sans arrêt, on apprend que, je pense que l'être humain, fondamentalement, n'apprend que par ses propres expériences, même si on discute tellement avec les autres autour. Les vraies leçons de vie qu'on prend, c'est celles qui nous sont imposées par la vie directement. Donc l'écriture et la réflexion restent très présentes, ça, c'est sûr. L'écriture aussi. J'ai cru comprendre que vous aviez un ou deux autres projets, là, amorcé ou... Oui. Bien, un sur ma grand-mère, d'ailleurs. Mon Dieu, qui... un gros roman historique que j'aimerais bien terminer un jour, que ça fait plusieurs années que je suis là-dessus, mais qui dort dans mes tiroirs pendant quelques années. Tout d'un coup, je le ressors. J'aimerais le finir un jour. Mais sinon, un peu sur le même thème qu'Autopsie d'une peine d'amour, là, j'ai commencé aussi un autre qui va peut-être plus parler de la jalousie maladive dans le couple, mais qui va encore re-questionner tout ça, les relations amoureuses.
Et finalement, le chant à travers tout ça? Donc, il y a toujours une place, là. Pour l'instant, c'est dans ma douche, Bon. comme la plupart du monde. Mais on ne sait pas. On verra, peut-être. Il y a déjà une petite fille, 8 ans, c'est ce que Presque 10 ans. presque Ouais. 10 ans. Puis là, il y a Une grande fille. On peut le dire, il y a un petit garçon qui s'en Un vient. petit garçon qui s'en vient. Donc, je ne parlerai pas de chorale, là, mais ça se transmet. Hein? Ah, la fille apprend le piano, en tout cas, et Bon. elle aime beaucoup. Donc, c'est sûr que de génération en génération, je pense qu'on se passe le goût de la musique. On verra ce que ça va donner. En terminant, je vous dis un gros merci. Bien, merci à vous. Puis je vous souhaite un bel enfantement. Je ne sais pas si c'est le bon terme pour qualifier la dernière étape. Oui, on est Avant sur le les derniers début 1000. d'une vie autonome. Ouais. On disait que c'est ça la vie, bien c'est ça va être sa vie ensuite à lui. Oui. Il m'a quittée. Ça fait 1 an aujourd'hui. Bon, à dire vrai, je ne sais pas si ça fait 1 an aujourd'hui, mais ça fait 1 an à cette période-ci de l'année, ça c'est certain. C'est arrivé un jour comme aujourd'hui, un jour gris, vers la fin du mois d'août. J'étais tellement certaine qu'il ne me quittait pas réellement que je n'ai pas prêté attention au jour précis. Il faut dire que j'en avais beaucoup sur les bras à cette période de ma vie. Son départ ne faisait que s'ajouter sur le tas de merde qui me tombait dessus en même temps et qui passait en priorité. Me trouver un toit, un emploi stable, acheter au plus vite une nouvelle voiture puisque la vieille ne fonctionnait plus, sans compter la négociation ardue pour la garde de ma fille à la suite d'une autre séparation, ma grosse comme je l'appelle, 8 mois plus tôt. Tous ces problèmes de survie qui me tracassaient ont sûrement dû conférer moins d'importance à l'événement. Du moins, c'est ce que j'en conclus maintenant, puisqu'au moment où c'est arrivé, j'étais comme engourdie par les trop grands stress que je vivais, alors je ne ressentais plus grand-chose pour rien, à part pour ma fille. Il m'a quittée comme ça, au téléphone, sans détour et sans ménagement. Il faut dire que je lui ai quasiment mis les mots dans la bouche. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu me quittes? » C'est comme ça un homme. Ça a besoin qu'on l'aide à avoir assez de couilles pour faire face à la musique, sinon ça s'écrase en attendant qu'on fasse le sale boulot à sa place. Je ne suis plus aussi certain qu'avant de pouvoir t'aimer encore longtemps, m'a-t-il tout simplement répondu. Il était calme. Il économisait ses mots. Ça m'a fait l'effet d'un coup de poing en pleine gueule. J'aurais plein de choses à te dire, mais quand j'essaie de le faire, ça ne sort pas comme je le voudrais. Alors j'aimerais mieux qu'on s'en reparle une autre fois. Est-ce que je peux te rappeler dans quelque temps? Pour me dire quoi? Ai-je répondu, une entaille dans le cœur, mais pourtant complètement froide dans le ton. Je pense que ce que tu viens de me dire dit tout. Bien entendu, cette phrase disait tout. À peine quelques jours plus tôt, j'étais encore la femme de sa vie, la future mère de ses enfants, à l'en croire, celle qui l'attendait depuis toujours. Même ma fille, il se l'appropriait déjà. La petite Gabrielle à la garderie m'a demandé aujourd'hui « Es-tu le papa d'Ariel? » Et moi, j'ai répondu « Non, je suis son beau-père. » Mais j'aurais dû dire « Oui, je suis son papa. » Dans le fond, m'avait-il raconté en installant ma fille dans la voiture le mardi précédent. Le mardi précédent. On s'entend que c'est quand même plutôt près dans le temps pour tomber dans le « je ne t'aime plus ». Comment pouvait-il vouloir être le père de ma fille sans être d'abord mon amour à moi? Souvent, il disait même « Nous avons déjà une fille. Ce serait bien d'avoir un garçon la prochaine fois. » Sur des vers qui sommeillent dans un tiroir et tu recrées des univers Bon. pour nous redonner Vous lirez le reste. de l'espoir. T'es un artiste sur une liste de suspects, de gens qu'on surveille de près.